8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir. Notre dernière heure sur Martinique, la première, avec cette chronique qui revient sur cette antenne, où l'on parle de chlordécone et notamment du droit. Nous aurons des invités en studio et notamment au standard de la première. Vous pourrez y participer aussi au 0500 96 63 23 23. Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé ? MVLS, la première vous informe. Et en studio, nous avons Wiki Poulain, Catan, doctorante en sciences humaines et sociales, spécialité éducation des adultes. Va nous rejoindre Aude Goussard, membre engagé de la Société martiniquaise, et maître Raphaël Constant, avocat au barreau de Fort-de-France. En ligne, Pascal Marguerite, qui est le collaborateur du député Marcelin Nadeau, sera avec nous aujourd'hui pour parler du droit, comprendre l'évolution des lois et l'usage possible du droit. Quel levier d'action pour les justiciables ? Bonjour Wiki. Bonjour, on dit Vicky avec Vicky. un W. Voilà. Bonjour. Ça commence bien. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Bonjour maître Constant. Bonjour. Bienvenue Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la première. Merci beaucoup. Et nous sommes présents jusqu'à 11h. Nos auditeurs peuvent nous rejoindre dans la discussion et l'échange aujourd'hui concernant la chlordécone au 0596 63 23 23. Je voulais vous proposer à tous les deux et à Aude aussi, quand elle arrivera d'ici une petite minute, cette entrée en matière, puisque en 2021, Pascal Tourbillon, qui est membre de la SOPAMAR, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, disait, je cite, « Nous allons épuiser toutes les voies de droit qu'il y a ». Il a tenu ses propos après l'audition des plaignants. C'était au tribunal de grande instance de Paris pour préciser le fondement, mais aussi la cible de la plainte pour empoisonnement déposée il y a 15 ans. Et puis j'ai aussi relevé cette déclaration en 2022 du maire écologiste avocat de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, précisant après l'annonce du non-lieu « Nous ne sommes pas au bout du combat juridique. Je continue à garder espoir que l'état de droit répondra à notre souffrance ». Vos impressions à tous les deux sur ces propos et puis la dynamique qui a été enclenchée selon vous, est-ce qu'elle porte ses fruits ? Peut-être maître Constant pour commencer. Alors, par rapport aux déclarations de Tourbillon, alors il faut savoir que Tourbillon est responsable de la SOPAMAR et que la SOPAMAR est la première organisation martiniquaise. Il y en a eu deux autres après, mais c'est la première qui a déposé plainte en mai 2007 visant les substances illicites et l'empoisonnement. Je dis ça parce que la déclaration dont vous faites état, elle est de 2020, c'est-à-dire c'est 13 ans après quand, pour la première fois, les juges d'instruction qui étaient chargés de la plainte ont accepté d'entendre les parties civiles, dont la SOPAMAR, Écologie urbaine aussi, et l'AMSES pour les trois organisations martiniquaises qui sont parties civiles. Alors, le débat, c'est que la volonté, je pense, de beaucoup de militants en Martinique et de Martiniquais, c'est deux choses. La première, c'est qu'on sache la vérité, qu'on ne sait pas encore totalement. Et pour l'instant, on a avancé dans la connaissance de la vérité, puisque nous savons aujourd'hui, de manière très claire, pour simplifier le débat, on a commencé à utiliser du chlordécone en Martinique au début des années 70, ça s'appelait le Képone. Ou chlorone. Ça a été arrêté en 1976 suite à un grave incident qui a eu lieu aux États-Unis, qui a provoqué aux États-Unis qu'en 1977, l'usage du chlordécone soit interdit. Et on sait qu'au début des années 80, les grands planteurs martiniquais et guadeloupéens ont racheté les brevets de fabrication du Képone. Et à ce moment-là, on créait un même produit avec la molécule du chlordécone qu'on a appelé le Curlone, qu'ils ont utilisé massivement dans les années 80. Autre étape, 1989. En France, on interdit l'usage du chlordécone.
La France est en retard, comme d'habitude, sur le problème de l'environnement. On a eu ça dans tous les autres dossiers, comme l'amiante, par exemple. Et puis, à ce moment-là, 3 ministres, dont un qui vient de mourir, qui s'appelle Soisson, et qui mort tranquillement dans son lit et qui n'aura jamais rendu compte, signent des dérogations pour qu'on puisse, même si c'est interdit en France parce qu'on sait que c'est dangereux, qu'on puisse l'utiliser en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre le charançon. En 93, c'est définitivement plus autorisé. Pourtant, on sait qu'en 92, les grands planteurs ont fait rentrer en Martinique, en Guadeloupe, 1500 tonnes de ce produit. La dérogation a été officiellement faite, soi-disant pour finir les stocks. Ce qu'ont fait les grands planteurs, ils ont créé un stock qui a été utilisé jusqu'au début des années 2000. Nous avons des éléments pour penser qu'il a été utilisé jusqu'en 2003-2004. Les plaintes sont faites en Guadeloupe en 2006, bloquées par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, en Martinique en 2007, et la procédure va partir en 2008 en France. Donc c'est ça la procédure pénale. Elle est pénale au sens où on déterminait la responsabilité de gens qui ont violé la loi. Et nous avons eu, au début de l'année dernière, un non-lieu avec 2 motifs, prescription. J'ai écrit un article, je ne vais pas revenir dessus dans le France Antille en disant que d'après moi, ça ne tient pas la route. Et deuxièmement, méconnaissance par les gens qui ont commandé le chlordécone et qui ont ordonné qu'on l'utilise du caractère dangereux. Ça, d'après moi, ça ne tient pas la route. Ça, c'est la procédure pénale contre laquelle nous nous mobilisons, et entre autres où l'organisation Garou les Chlordécone appelle les gens à s'associer à cette procédure en intervenant. Pour l'instant, on a plus de 700 personnes qui ont accepté de le faire, ce qui est extrêmement courageux. Le deuxième aspect, qui est en lien avec un peu l'actualité, la question de la responsabilité, qui n'est pas pénale, mais la responsabilité de l'État français dans le drame que connaît notre pays. Parce que notre drame que connaît notre pays, c'est que la terre, la mer, les rivières, les êtres humains sont tous empoisonnés avec plus ou moins d'importance de cette réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose. Le chlordécone, c'est une poudre. Et on mettait la poudre autour des bananiers. Au pied des bananiers. Mmh. Et ces gens qui mettaient la poudre n'étaient pas protégés. Donc c'est pour ça qu'on a une hécatombe dans le milieu de l'agriculture. Mais dans le pays vivant en Martinique, poudre là, elle est tout côté. Et c'est pour cela qu'on a atteint on est en train d'atteindre des phénomènes importants de pollution. C'est ça la question. Donc, il se fait que ça avance un peu. En 2018, le président français est venu en Martinique. Il a dit il y a une responsabilité collective et puis il faut que l'État prenne sa part dans la responsabilité collective. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de responsabilité collective. Il y a une responsabilité des grands planteurs et de l'État qui a laissé faire. Que veut dire le collectif alors dans ce cas Ah, ça, il faut demander. Hein. Il faut lui demander. Je pense que parce que là, c'est il pas veut ciblé. minorer la responsabilité de l'État en disant qu'elle est collective. Bon, on a pour moi. Bon. Donc il ne veut pas cibler, c'est ça? Oui. Alors, la conséquence à ce jour unique de cette déclaration de Macron de 2018, c'est qu'il y a environ 18 mois, un décret a été pris pour déterminer comment on pouvait indemniser une partie des ouvriers agricoles. Et en l'état, c'est la seule chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ouvrier agricole qui apporte la preuve que pendant 10 ans, il a travaillé dans une habitation ou des habitations où on a utilisé des pesticides et qui a un cancer de la prostate, il peut être indemnisé, ou bien s'il est déjà mort, sa famille peut obtenir une indemnisation. Premièrement, il faut apporter la preuve d'un milieu où le travail au noir est extrêmement important. Deuxièmement, il faut apporter la preuve du pesticide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de patrons qui sont prêts à dire « oui, c'est vrai, j'ai utilisé le pesticide ». Et puis troisièmement, il faut avoir seulement le cancer de la prostate, si vous avez la thyroïde, si vous avez le pancréas ou pas. Non. Donc, ça va concerner très très peu de gens. Pour l'instant, il y a 45 indemnisations. Donc le débat qui se pose n'est pas la responsabilité de l'État, c'est qui on indemnise et comment on indemnise, dans quelle proportion. Le
le tribunal administratif de Paris a, dans un jugement, dit que l'État est responsable, mais a refusé l'indemnisation des Martiniquais et des Guadeloupéens qui avaient engagé cette procédure et qui réclamaient ce qu'on appelle un préjudice d'anxiété. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question de la responsabilité, elle est sociologiquement, politiquement réglée. Tout le problème, c'est comment on indemnise les êtres humains, comment on répare la Martinique, c'est ça le débat aujourd'hui. Et la procédure pénale, elle a pour but de faire connaître la vérité et d'essayer de prendre en compte des gens qui ont sciemment empoisonné notre pays. Mais toutes les autres procédures, c'est permettre à ce que les gens soient indemnisés, réparés. Et ça, pour l'instant, c'est une bataille, et ça va être une bataille de tous les jours. Je prends, et j'en ai terminé, je parle le plus longtemps, excusez-moi, mais qu'on me donne la parole pour m'arrêter. Il y a eu un article remarquable de Dr Jos Pélage au début de cette année d'Enfance Antilles. Remarquable parce que Jos Pélage, qui réfléchit, elle est à la tête d'une association sur ce problème des conséquences. Elle a dit, il y a deux problèmes. Il faut se poser la question de la relation entre l'usage des pesticides de chlordécone et ces problèmes. Un, c'est l'infertilité en Martinique. Il y a actuellement un constat que l'infertilité, pas seulement madame, non madame, sont touchées par une question d'infertilité. La baisse de la nativité ou la natalité. La natalité, et entre autres, ça s'explique par ça. À part le fait qu'on fasse aussi partir nos jeunes, mais ça s'explique par ça. Et ça, il faut s'interroger dessus. Et puis un deuxième truc qu'elle disait. Elle dit que les informations qu'elle a, il y a des chiffres inquiétants au niveau scolaire du fait d'enfants qui ont des problèmes cognitifs d'une proportion inimaginable. Ça signifie dyslexie, dysorthographie, inaptitude à comprendre, à retenir et tout ça suit. Ça, c'est le quotidien d'aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire, c'est que si c'est vrai, comment on va indemniser ces enfants-là ? Comment ça va se passer ? Je ne parle même pas des parents, des enfants, parce que c'est l'avenir. Donc, la question de la réparation de l'indemnisation est fondamentale. Or, pour l'instant, le pouvoir cache les choses, ne dit pas la vérité. Comment n'est-il pas possible qu'avec l'ARS, la CGSSM, on ait les chiffres exacts ? Combien de gens qui sont morts ? Quelle est la surmortalité qu'on a en Martinique du fait des pesticides ? On ne nous dit pas. Ils ont les chiffres. Ils les cachent. Pour vous donner un exemple, un bon matin, il y a un préfet arrivé et qui a dit on est chlordéconé à 92%. Ou pas, ils savent ça la veille, ils te savent. Ils ont des informations qu'ils cachent. Alors, on est en train de se battre. J'ai vu que le monsieur Dorinal, le suprémaciste blanc, là, a expliqué tranquillement, mais c'est pas grave, il n'y a que 10%. Même s'il n'y a que 10%, c'est énorme. C'est un préjudice. Mais je ne sais pas, parce que c'est eux qui ont les chiffres. Et c'est eux qui cachent la vérité. Donc le débat, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la réparation. Là, j'étais assez long, il y a d'autres personnes qui veulent parler. C'était maître Raphaël Constant en direct sur La Première. Et on ne dit pas barreau de Fort-de-France, on dit barreau de la Martinique. Ah bon ? Ça a changé entre eux ? Ça a changé en 2015. Ah. Je n'avais pas encore dit ça, merci. Heureusement, je vais le dire tout à l'heure, quand on reviendra, puisque Aude Goustard nous a rejoint. Bonjour, Aude. Bonjour. Vous allez bien ? Merci. Vous allez vous rapprocher du micro et puis on va vous retrouver dans un petit instant, puisque nous parlons aujourd'hui notamment des lois et de l'évolution de certains nombres de lois et de l'utilité ou de la possibilité d'utiliser ces lois ou ces droits pour avoir un levier pour les justiciables. Ce serait, en d'autres termes, construire une sorte de stratégie judiciaire pour qu'il y ait indemnisation et notamment responsabilité, ce que l'on voit apparaître apparemment sur le texte d'Élie Caffer, mais on y reviendra avant la fin de cette émission.
On revient en studio, Aude Goussard, qui est présente en studio pour notre émission sur la chlordécone et l'avancée, en tout cas, en matière législative, membre engagé de la société martiniquaise. Alors, je ne sais pas si on peut dire si la lutte a commencé, mais en tout cas, en 2021, j'en ai parlé tout à l'heure, Pascal Tourbillon, notamment avec l'association La Sopamar, mais aussi Harry Durimel, qui est avocat et aussi maire écologiste de Pointe-à-Pitre, ont porté un certain nombre de plaintes, mais la plainte, la première, qui a déclenché, si vous voulez, un peu les réactions et les dynamiques d'évolution en termes de loi, c'est bien avec cette association La Sopamar, et Maître Constant l'a précisé en début de notre émission. Aude, peut-être une réaction face à tout ça. Il faut essayer de pousser et être créatif, ou du moins vraiment chercher tous les recours possibles pour qu'il y ait d'une part responsabilité et aussi de l'autre côté que ça soit ciblé, que ça soit pas collectif. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, Maître Constant. Oui, effectivement, et merci pour ce rappel un petit peu de l'historicité des premières actions en justice. Mais nous ne pouvons pas, en plus nous sommes dans le mois de commémoration de février 74, on ne peut pas effectivement souligner à la population martiniquaise, qui parfois l'oublie, même si elle y a participé. Nous sommes aujourd'hui dans le 50e anniversaire de lutte contre l'utilisation de pesticides. Et ça, à l'époque, ce n'était pas une question qui a été prise à bras-le-corps par les politiques, c'était la population ouvrière agricole accompagnée de la population martiniquaise. Donc, on peut dire que, même si aujourd'hui les pratiques ont un petit peu changé, mais de la pratique culturelle qu'avaient nos anciens à aujourd'hui, il y a 50 années d'écoulées, durant lesquelles les ouvriers agricoles, la société civile, se sont vraiment emparés de cette question pour dire qu'on n'aime pas les pesticides, tout simplement. On a bien vu que pour répondre à des besoins de rendement, à des besoins économiques de comptoir, les grands possédants terriens qui font de l'agriculture dans ce pays se sont toujours moqués de la vie de la population ouvrière martiniquaise. Donc on vous a dit qu'on va utiliser des pesticides, on utilise des pesticides. Donc chlordécone à un moment donné, aujourd'hui glyphosate, aujourd'hui nous allons vers carrément entre guillemets, des OGM végétaux, des NGT qu'on appelle. Et ce qu'on peut constater au bout de ces 50 dernières années, c'est que nous avons une volonté des possédants agricoles dans ce pays d'user tous les moyens nouveaux qui existent pour toujours augmenter leur rentabilité, mais sans jamais se poser la question de la dangerosité sur les populations et sur notre faune et notre flore. Donc, partant de ce constat, pousser, oui, mais nous poussons déjà depuis 50 ans. Ça, c'est une réalité. Alors, nous avons poussé, on parle aujourd'hui d'un aspect un petit peu plus juridique de la chose, mais on a poussé sous tous les moyens légaux existants. Les premiers moyens qu'ont utilisé les ouvriers agricoles, c'était le droit de grève. On a vu les résultats, des morts. Un peu plus tard, on a eu le monde associatif tel que la Sopamar, l'AMSES, on en a parlé tout à l'heure, qui dès 2007, après une interdiction de 93, on tombe en 2007. Regardez le temps écoulé, mais c'était pas sans compter qu'il... Même de 90 à 93, c'est 3 ans de trop. Oui, c'est 3 ans de trop, mais... Puisque en France, il y a eu l'arrêt total, complet de cette utilisation de ce pesticide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, je trouve que la population a été assez réactive face aux événements. C'est-à-dire que 90-93, on arrête définitivement, mais le temps que la population, le temps que les médecins, le temps que la société civile se rendent compte des dysfonctionnements sur la santé des êtres humains, je trouve qu'ils ont réagi assez vite. 93-2007, les premières actions en justice. Donc, on peut vraiment constater qu'il y a un effort conséquent de la société civile, associations, secteur agricole, pour enrayer ce phénomène d'utilisation de pesticides et notamment de chlordécone. Et on peut constater qu'un peu plus tard, donc dès fin 2010, étant donné que les actions en justice entre guillemets, n'ont rien donné, parce que vous regardez ce qu'ils ont attendu 2022, janvier 2023, prescription non-lieu, ben, la population a continué. Mais quand vous avez une jeune population qui se rend compte que au plan légal, grève, porter plainte, ça ne fonctionne pas. On a
usiter un autre moyen qui est légal, qui est la désobéissance civile. C'est-à-dire que la population s'est rendue compte que puisque ça ne marche pas par ces moyens légaux-là, on va plus loin. Et donc on a vu des hypermarchés de grands possédants qui appartiennent à des groupes dans lesquels, dont dépend Banamart. On a vu de blocage des hypermarchés, on a vu des autoroutes bloquées, on a eu des heurts avec les forces de l'ordre, mais tout ça toujours dans la continuité de 50 années de dénonciation d'utilisation de pesticides à la Martinique. Donc, est-ce que la population est mobilisée depuis 50 ans? Oui. Est-ce qu'elle l'est suffisamment aujourd'hui en 2024? Non. Mais ça continue. Et en ce sens, je dis, et il y a toute la population martiniquaise qui demeure mobilisée. Évidemment, même s'il y a non-lieu, ça n'est pas fermé, mais il y a un texte qui a été proposé aujourd'hui. On verra si là, il y aura un certain nombre d'ouvertures. Et de quoi est composé ce texte pour permettre la poursuite de l'action judiciaire. On va recevoir Philippe au 63 23 23. C'est un auditeur. Bonjour Philippe. Bonjour Corinne. Claudine, bonjour. Claudine. Bonjour Madame Boussard. Bonjour. Et bonjour à Maître Constant. Bonjour. Moi, je ne veux pas minimiser le débat sur le chlordécone, mais Madame Boussard a soulevé quelque chose de très important. Aujourd'hui, on utilise du glyphosate. Hier, il y avait une conférence débat sur les multiples pollutions menées par le professeur Safache au Lamentin. J'ai malheureusement pas pu y assister, mais il expliquait déjà dans son énoncé que le mélange de ces produits-là était en train de mettre un cocktail Absolument. mortel en place. Aujourd'hui, personne ne parle du glyphosate et il est utilisé en grande quantité sur des sols déjà chlordéconés. À vos intervenants, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui, parce que hier, ce qui a été mis, le chlordécone, on ne peut pas y revenir. Oui, on peut mettre en place des réparations nécessaires, d'accord. Mais aujourd'hui, les pollutions qu'on met en place, aujourd'hui, pas par que des grands, par des petits agriculteurs à qui on explique que pour faire de l'agriculture, ils ont absolument besoin de glyphosate. Moi, j'habite un quartier où, au bord, dans le lit de la rivière, on met du glyphosate qui part à la mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce qui se passe aujourd'hui, alors que de nombreux pays sont en train d'interdire le glyphosate et qu'aujourd'hui, malgré ce qui nous est arrivé, c'est encore en libre vente chez nous. Mon propos se termine, je vous écoute. Merci Philippe. Quand il parle de glyphosate, très souvent, les agriculteurs ou certains qui l'utilisent encore disent qu'il n'y a pas encore, le mot je le souligne, d'alternative. Qu'est-ce que vous pourriez répondre d'une part, Aude, et puis Vicky par la suite, par rapport aux propos de Philippe? Je remercie infiniment Philippe, parce que si j'ai parlé un petit peu de glyphosate, c'est parce que je comptais aller plus loin dessus, et c'est très bien qu'il pose cette question. Je tiens quand même à rappeler que nous sommes censés être sous un plan éco-phyto, d'accord, qui prévoyait une réduction de l'utilisation du glyphosate de 50% d'ici à 2025. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 28% de réduction du taux d'utilisation du glyphosate dans nos sols. Je répète que nous étions censés être sous un plan éco-phyto, donc réduction drastique d'utilisation de pesticides, jusqu'en 2025. Nous sommes en 2024. Est-ce que vous savez que la première ministre de l'époque, non, le Premier ministre actuel a décidé de mettre une pause sur ce plan éco-phyto, ce qui signifie au fait qu'il y a un redémarrage des pesticides depuis fin 2023. Donc nous sommes soi-disant dans un plan, l'État vous dit il y a trop de pesticides à la Martinique et dans le système agricole français en général, on va mettre des plans éco-phyto. On a eu plan chlordécone, maintenant on a plan éco-phyto. Qui consiste en quoi d'ailleurs ce plan pour les auditeurs aussi De réduire l'utilisation de pesticides ou de produits organochlorés. Oui, uniquement parce qu'effectivement, on se rend compte que l'appauvrissement des sols est lié à cette utilisation massive de pesticides. Et ça, c'est le Premier ministre qui vient d'arriver qui décide de supprimer ce plan en début 2024, alors que ce plan était prévu en fin 2025. Et dans les prévisions que l'État avait faites, il fallait réduire de 50% l'utilisation de glyphosate. Glyphosate qui, rappelons-le, est utilisé essentiellement chez nous dans la canne et la banane. Hein, d'accord ? Donc, cette pause instaurée par le Premier ministre démontre que, dans un premier temps,
en plus du scandale de la chlordécone, s'ajoute le scandale du glyphosate, parce que les deux sont dangereux en eux-mêmes, mais les scientifiques, effectivement, se sont rendus compte qu'en utilisant le glyphosate actuellement, ça fait remonter en taux surpuissant le chlordécone dans nos sols. Donc, cocktail explosif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut rajouter à ça les nouvelles techniques génomiques, donc les NGT, d'accord, qui est un risque d'appropriation du vivant par l'agrochimie. Et ça va affaiblir les petits paysans et ça va favoriser l'usage de pesticides. Donc, pourtant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais pas seulement l'OMS, l'étude révèle que le flux de chlordécone ont considérablement augmenté lorsque l'utilisation du glyphosate a commencé en fin 90. Donc, on arrête le chlordécone on dit en 90-93. L'alternative au chlordécone chez nous, ça a été le glyphosate. Et les scientifiques se sont rendus compte dès les années 90 que quand on utilise le glyphosate, on a 3 fois plus de chlordécone qui revient. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une incohérence totale de la part de l'État face à la gestion des risques sanitaires liés à l'utilisation de pesticides dans nos sociétés guadeloupéennes et martiniquaises qui tournent autour que de 2 cultures, la canne et la banane. Donc, comment allons-nous, soi-disant qu'on part vers une évolution statutaire, on voit que l'État essaie de donner l'autonomie aux régions françaises, et dans le même temps, si on entrevoit une autonomie à la demande des présidents de collectivités, à la demande du peuple, on nous écoute. Mais qui dit autonomie, par exemple, dit un changement de statut, donc dit un changement des comportements économiques, sociaux, culturels et consorts. Et on observe que visiblement, avec les NGT, donc les nouvelles déformations génomiques pour lutter contre le charançon, eh bien, on est reparti encore dans une boucle d'utilisation de pesticides. Mais encore mieux, si on entrevoyait de mettre nos sociétés dans l'ère de la diversification alimentaire, visiblement, avec ces nouvelles prouesses techniques qui nous ont pondu les NGT, on n'est pas prêt de se débarrasser de ce monde culturel canne-banane. Donc nous sommes encore en économie de comptoir au détriment de notre santé. Vicky? Je rajouterais que, c'est pas pour faire mon paix, mais qu'en plus de ce que Code vient de dire, il y a 2 ans, il y a eu un colloque autour de la molécule de chlordécone en Guadeloupe, que les ARS Martinique et Guadeloupe avaient impulsé. Qu'au cours de ce colloque, les scientifiques de tous bords qui avaient travaillé sur la question ont en plus alerté sur le fait que, on avait, en se dégradant, la molécule de chlordécone produit d'autres sous-produits qui ne sont pas détectables puisqu'on ne les connaît pas. Donc, nous n'y sommes encore pour nous mettre pas en l'air. Donc, il faut qu'on prenne conscience qu'au-delà même de la molécule L de chlordécone, si nous rajoutons pesticides en lait encore, et si nous pas mettons en tête, nous, que faut que nous changions bagaille là, que lorsqu'on laisse les choses comme ça, quand on continue à utiliser ces produits, quand on continue, même de façon domestique, quand on fait persister ces pratiques, nous créons une norme sociale. Quand en plus, à côté de ça, nos politiques ne bougent pas, qu'on n'a pas de politique publique face à ça, quand ensuite on n'a pas l'arsenal même juridique derrière pour que les hommes et les femmes de droit, de loi puissent faire entendre nos voix, parce que nous sommes des bêta-testeurs, il faut que les gens se rendent compte que ce qu'on est en train de vivre là est inédit. Oui, c'est récent, c'est nouveau, même si le scandale est antérieur, mais personne ne peut ça fait, la loi, nous, ça nous pouffait jodia. Nous sommes des bêta-testeurs. Le précédent, c'était la Virginie avec le droit américain. Et donc, du coup, nous pas quand même pas les dit ça. Bon. Mais n'empêche, les Américains disent qu'on ça quand même, ils pâtaient bon. Ils dit, ils matché, ils interdit. Nous, nous n'y toujours. Catherine, au 63 23 23. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à vous. Bonjour, alors, Catherine. c'est une information que je voudrais porter dans l'angle d'attaque du problème au niveau juridique en matière de représentation. Il y a à peu près 3-4 semaines de ça, a été commencé depuis au moins 2-3 mois, des tests sur la composition de l'air en force hexagonale par les associations qui font les indices ACO et consorts. Et ils ont découvert que dans l'air, on a des traces d'organochlorés et aussi du produit dont vous venez de parler là. Je me rappelle glyphosate.
glyphosate. Bon. Or, après, ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte que jusqu'aux années 61-72, cet organochloride, dont je ne me rappelle pas le nom, était utilisé dans la pomme de terre et même pour les produits maraîchers. Donc, il arrive à l'heure actuelle que certains terrains en France hexagonale il est possible de les cultiver pour certaines cultures, et notamment les cultures maraîchères. Et le gros quid, c'est qu'en est-il des pommes de terre qui nous arrivent gentiment chez nous? Parce que, forcément, on est en droit de penser qu'elles ont des traces de chlordécone là-dedans. Donc, moi, la question que je pose, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'élargir, en fait, la démarche juridique qui est faite en cherchant des associations en France hexagonale qui ont les mêmes préoccupations concernant le glyphosate et ce produit, on va dire, qui est de la même famille que le chlordécone. Voilà, c'est la question que je pose. Et puis, autre information que je vous apporte, c'est pour que vous ayez les éléments. Il faut que vous sachiez qu'au Sénat, il y a beaucoup de sénateurs qui sont des agriculteurs. Et tout est une question aussi de lobby. Je pense que si vous ne le faites pas comme ça, quand dites-vous, ceux qui ont la charge de la démarche juridique, l'État sera toujours dans une situation de non-recevoir, parce que je pense qu'ils craignent que ça crée un précédent et que les associations écologistes en France hexagonale suivent le chemin et qu'on se retrouve avec des indemnisations sans compter les zéros derrière. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir... Alors, vous cherchez Atmo, je ne sais pas quoi. Il y a une cartographie, il y a la liste de la méthodologie, il y a tous les produits qui ont été répertoriés dans l'air, et y compris ces deux produits, glyphosate et l'organochloride. C'est ça que j'avais à vous dire. Merci Catherine pour votre intervention. Dans cette émission, nous parlons de la chlordécone, mais dites-moi, est-ce que les multiples actions judiciaires qui sont menées ne viennent pas au contraire affaiblir? Pourquoi il n'y a pas un collectif, un seul d'ailleurs en Martinique, un autre aussi en Guadeloupe, qui puisse mener ce combat judiciaire pour pouvoir créer... Je réponds, mais avant je veux faire un point. La question du glyphosate, on a un problème qui est très simple. Au-delà, l'a dit concernant les dernières décisions gouvernementales, mais l'année dernière, la Commission européenne, qui se penchait sur la question de l'interdiction, a finalement pas pris de décision. C'est une différence avec la question du chlordécone. À un moment donné, en France, en 89, le chlordécone est interdit. On le fait en Martinique pendant 4 ans, et après, c'est interdit. Mais le glyphosate, malheureusement, aujourd'hui, est admis. Alors, je pense qu'on a une réalité, c'est que, politiquement, que ça soit en France ou au niveau européen, nous avons un combat entre des conceptions de l'agriculture qui sont telles qu'on sait que ça a des conséquences sur la santé, mais les intérêts économiques sont tellement forts et tellement en jeu qu'on les met. Alors, avec des arguments extrêmement démagogiques. Dans les dernières manifestations qui ont eu lieu en France des agriculteurs, enfin d'une partie des agriculteurs, le gros business, c'est de dire vous ne pouvez pas nous interdire de produire dans telles conditions extensibles avec tous les pesticides, alors que dans d'autres pays on le fait et qu'on nous importe le produit. La question est simple, il suffit d'interdire les importations et le problème est réglé. Mais étant donné qu'on est dans le libéralisme, la mondialisation, et que ce qui compte, c'est le fric, les intérêts de ces grosses sociétés, parce que ce ne sont pas des petites sociétés, ce sont d'énormes sociétés. Alors ce que je veux dire sur le plan juridique, on a une difficulté pour le glyphosate. C'est que si je vais devant le tribunal administratif pour dire interdisez
qu'on ait le glyphosate, qu'on utilise, on va me dire quel fondement juridique elle veut. Aujourd'hui, que ce soit l'État français, que ce soit la communauté, l'Union européenne, ils sont pour le glyphosate. Donc je pense que c'est une bataille essentiellement politique, comme elle l'a rappelé Aude en 1974 dans la revendication, le cahier de revendication, où c'était le point 4 ou le point 5 des revendications en grève, c'était l'interdiction de tous les pesticides qui portaient toute une série de noms. Donc c'est une bagarre politique qu'il faut mener. Pour répondre au monsieur Philippe qui dit il faut mener une bagarre politique pour qu'on obtienne à ce que ça soit interdit. Alors l'autre point est de nous dire, où on nous dit mais ils font ça ailleurs, donc il faut qu'on le fasse, ce qui est absolument irrecevable pour mon grand-gars, c'est qu'il n'y a pas d'autres moyens. Ce n'est pas vrai. La seule différence près, c'est que les autres moyens impliquent un investissement financier plus important et que deuxièmement, c'est une reconception de l'agriculture. Est-ce qu'on fait une agriculture extensive pour des produits de mauvaise qualité, mais pour nourrir tout le monde soi-disant, ou est-ce qu'on fait une agriculture qui fait des produits de bonne qualité pour que les gens gardent leur santé? Aujourd'hui, il y a un choix politique. Le gouvernement Attal, Macron, ils ont fait un choix qui est inverse. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la grève des agriculteurs qui, pour une grande part d'entre eux, demandaient, croient, qu'on paie leur travail à un niveau correspondant à ce qu'ils dépensent. On a mis en place, soi-disant, des simplifications administratives, dont la possibilité d'utiliser plus facilement les pesticides. C'est-à-dire que c'est une mauvaise réponse à des questions qui n'ont pas été posées par la grande majorité des agriculteurs. Donc voilà. Alors sur la question de l'unité des forces, bon, il faut être... Je ne vais pas vous passer... J'ai plutôt l'habitude de dire ce que je pense. Quand je suis devenu l'avocat de l'association Écologie urbaine, il y a vers 2017-2018, ça a été une première démarche. On était en cours de procédure. Et la réalité, c'est que pour mettre autour d'une table l'ensemble des associations de Martinique, ça a pris facilement 4 ans, ça a gaoulé. Et même, bon, parce que pour l'instant, c'est Gaoulé qui a réussi à réunir les associations en... Les associations en... C'est votre téléphone, Maître Constant. On a fait une tentative en 2022, il y a un collectif. Qu'on a réussi à réunir les associations. Voilà. Et disons-le aujourd'hui, les avocats collaborent. On essaie de collaborer. Ce n'est pas facile. Parce que vous savez, chez les avocats, il y a beaucoup d'ego et chacun veut se tirer un peu. Bon, on fait avec. Malheureusement, en Guadeloupe, on n'a pas réussi. Je ne veux pas intervenir dans les affaires intérieures du peuple guadeloupéen. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, en Martinique et en Guadeloupe, on n'est pas arrivé encore à faire qu'on puisse se réunir autour d'une table pour un projet commun. Pour vous dire, alors il y en a qui disent que c'est mieux. Bon, il y aura bientôt une audience à Paris, je suppose à la fin de l'année 2024, sur la question du non-lieu. Le débat qui se pose, est-ce que toutes les parties civiles, en tout cas de Martinique et de Guadeloupe, il y en a quand même un peu moins d'une dizaine, vont faire qu'un seul document? C'est-à-dire un seul mémoire. Je pense que ça ne va pas être le cas, je ne vais pas le mentir. Je ne pense que ça ne va pas être le cas, parce que chacun a des sensibilités peut-être particulières. Vous le regrettez, Vicky, Aude? Âgé. Je pense que ça ne va pas être le cas, même dans la pratique. Après 2020, quand il y a eu l'annonce de la prescription, il n'y a pratiquement pas eu d'initiative commune. C'est moi qui me suis occupé de toutes les demandes d'actes pour écologie urbaine. J'ai écrit à d'autres confrères. Des confrères, bon, ne m'ont pas répondu, ou bien ils avaient d'autres priorités à ce moment-là. Quand nous avons fait les demandes d'entendre les ouvriers agricoles, qu'on a retrouvés ou dans le nord, ou bien des petits planteurs dans le sud,
C'est nous seuls qui l'avons faite. Donc, je me bats avec ce que j'ai. Je tiens à dire qu'il y a une solidarité entre les défenses, mais il n'y a pas véritablement de travail en commun. Pour toute une série de raisons que je ne peux pas. Un dernier point, j'en ai terminé. Philippe disait, même les petits utilisent des pesticides. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Et quand on a enquêté avec des petits planteurs sur la question du chlordécone, et on a obtenu l'attestation de 7 ou 8, eux tous expliquaient qu'ils ont utilisé du Curlone. Et ils utilisaient du Curlone pourquoi ? Parce que la SICA, c'est par la SICA qu'ils achetaient le Curlone. Et que s'ils n'achetaient pas le Curlone, ils n'avaient pas les subventions européennes. C'est ça la réalité des choses. Donc c'est vrai, on est dans un système extrêmement pernicieux où les structures censées défendre les agriculteurs sont elles-mêmes imbranguillées dans des relations de pouvoir, d'argent, avec de plus grosses structures qui font que ce sont ces plus grosses structures qui font la leçon. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est la réalité. Quand je vois M. Gouillet à la Chambre de l'Agriculture recevoir le président du l'Assemblée nationale, Front National, Bardella, c'est un état d'esprit, c'est une réalité. Nous avons des gens qui ont une conception de l'agriculture qui n'est pas conforme à l'intérêt non seulement des Martiniquais, mais même de la santé de base. On va revenir à notre émission, il nous reste peu de temps et je voulais qu'on écoute Pascal Marguerite, puisqu'il est avec nous. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Oui, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a une loi qui est proposée en ce moment même, où nous parlons, à l'Assemblée, et notamment portée par le député Califère, et notre député Nadeau est là-bas aussi dans ce contexte. Pascal Marguerite à venir tout de suite après la promo. On revient à 10h50 et c'est vrai qu'il y a tant à dire quand on parle de l'affaire de la chlordécone sur la première, mais c'est un rendez-vous régulier, voilà, avec des associations, des représentants d'associations et notamment, comme aujourd'hui, Maître Constant. Pascal Marguerite, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je rappelle que vous collaborez avec Marcela Nadeau, qui est députée de Martinique. La proposition d'Élie Califère a été présentée aujourd'hui. Comment ça s'est passé d'une part ? Et puis, est-ce que nos députés ont rejoint ce texte en signature ? Alors, tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de Marcela Nadeau parce que justement, le texte en question est en train d'être discuté actuellement depuis ce matin. Et donc, Marcela Nadeau est en séance. Donc, le texte est débattu. C'est donc un texte qui est signé d'Élie Califère et auquel s'est joint Marcela Nadeau, puisque, comme vous le savez, Élie Califère avait déposé en juillet 2023 déjà une proposition de loi, mais qui était beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe, et Marcela Nadeau également, à peu près au même moment d'ailleurs. Mais là, les socialistes, dans leur niche parlementaire, donc ils ont une journée réservée pour déposer des textes, ont souhaité, j'allais dire édulcorer, même si ça n'est pas péjoratif dans mon esprit, mais faire en sorte qu'un texte sur le chlordécone puisse être voté. Et donc avec un seul article pour pouvoir aller au plus vite et au plus directement au fond. Donc ce texte prévoit, je dirais de façon a minima, la reconnaissance par l'État de sa responsabilité. Deuxièmement, un objectif prioritaire qui est la dépollution des sols. Et troisièmement, l'indemnisation des victimes. Et là, c'est pour le texte d'Élie Califère. Et que comporte le texte de Marcela Nadeau, députée de Martinique ? Alors, c'est là où nous soutenons complètement la démarche, évidemment, socialiste d'Élie Califère, complètement, parce que pour Marcela Nadeau, c'est important, c'est de penser d'abord aux personnes contaminées, et notamment au premier chef les ouvriers agricoles qui vivent la chose de façon très prégnante, et on peut le comprendre. Et donc il soutient, et il est même co-signataire de ce texte, qui donc engage ces trois éléments. Lui, sa proposition de loi, allait plus loin parce qu'elle souhaitait que l'État ne soit pas à la fois juge et partie. Donc pour ça, il fallait impérativement qu'une autorité indépendante
puissent être créés et qui puissent gérer à la fois la recherche dans le domaine, à la fois l'indemnisation des victimes, et puis également organiser l'ensemble des réparations qui sont légitimes auprès de toutes les personnes qui sont contaminées. Puisque maintenant, on sait qu'il n'y a pas seulement les ouvriers agricoles, mais également on a des enfants qui naissent avec des malformations. Il faut que tout ça soit connu et indemnisé et réparé. Et donc la proposition de loi que faisait Marcelin Nadeau allait dans ce sens-là. Ce qui est important, c'est que ce texte soit de toute façon voté, je dirais de façon symbolique, même s'il n'a pas un pouvoir normatif. C'est un symbole, c'est important que dans leur dignité, les personnes qui sont contaminées puissent être reconnues dans leur état. Et deuxièmement, il faudra revenir de toute façon, ça n'est qu'une étape, c'est un long combat. Vous savez que ça fait maintenant plus de 20 ans que les associations, les collectifs luttent pour cette réparation. Et Marcelin Nadeau, lui, essaye de coller au plus près de toutes les demandes qu'il y en a, que ce soit le collectif qui est présidé par Philippe Pierre-Charles ou celui en Guadeloupe qui est présidé par Jean-Marie Floreur. Ou bien également le COAC, qui est donc l'association des ouvriers contaminés, qui est du François. Merci beaucoup. Donc, Dernier mot. C'est ce qu'on essaye de faire et on espère avoir gain de cause dans la fin d'après-midi, je pense. Merci beaucoup. On va suivre ça évidemment de très près. Pascal Marguerite, collaborateur du député martiniquais Marcelin Nadeau en direct. Il nous reste vraiment peu de temps pour que vous puissiez réagir à ce qui vient d'être dit. On retrouve à peu près les mêmes points dans ces deux lois. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui évolue à ce niveau. Celle portée d'un côté par Marcelin Nadeau et l'autre aujourd'hui qui est proposée par Élie Caffer. Vicky, une réaction. On passe du non-lieu à un texte, celui d'aujourd'hui, de ce jeudi 29 février. Alors, en fait, moi, je dirais que tout pas qui produit une avancée, quelque chose dans la lutte contre le chlordécone, on ne peut pas voir ce pas de façon négative. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, dans cette intervention, c'est le côté symbolique. On a une loi aussi qui est symbolique, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. On a vu que ce côté symbolique, à part les commémorations, ça ne nous a pas rapporté grand-chose. C'est ce qu'on disait aujourd'hui. Au stade où nous en sommes, on a besoin de lois qui soient porteuses. Qui révolutionnent ? Pas forcément qui révolutionnent, mais qui nous permettent d'aller vers ce principe de réparation. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu un accident de voiture, qu'on a eu un accident avec quelqu'un... la responsabilité, c'est ce qui est visé. La responsabilité, mais surtout la réparation. C'est-à-dire que lorsque le principe de réparation, c'est de dire qu'effectivement, vous remettez au plus près de l'état initial d'avant l'incident. Moi, je suis OK avec tout ce qui est en train de se faire, sauf que aujourd'hui, nous avons besoin de choses qui nous permettent de passer à un autre niveau. Si demain, nous avons besoin, parce qu'il faut savoir que les lois font le droit. Et si demain, nous avons besoin de passer à autre chose, si demain, Maître Constant veut défendre les ouvriers agricoles ou qui que ce soit d'autre, on aura besoin de lois autrement, qui ont un impact autre que l'impact symbolique. Et c'est là où on voit la distance, Aude le disait tout à l'heure, cette distance entre le peuple qui a compris, qui fait depuis longtemps, qui a battu le bitume, nous mettait tricot rouge, nous remettait tricot rouge, nous isait souliers nous fait tout ça nous TP, nous aller barrer, nous aller faire la jole, gendarme qui a barré mon toujours, combien aller la jole, combien ni procédure en les doyo toujours. Et à un moment donné, il va falloir que les politiques publiques soient en écho avec la réalité du terrain, avec la réalité de nos besoins. Maintenant, ce texte, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas juger de son contenu clairement, mais maintenant, c'est vrai que ce que j'ai entendu, lorsque j'entends le mot symbolique à côté du mot chlordécone, ça caffonne chez moi quand même, parce qu'il y a un lot monde qui apprend fait. Et on y rajoute et nous poco fini. Et on y rajoute le glyphosate, et on n'a pas encore terminé avec le chlordécone, qu'on parle déjà du glyphosate. Il y a mais aussi c'est le pesticide. Oui, c'est ça. Ce sont les pesticides. Mm-hmm. Nous, quand on parle de chlordécone, les gens, ils s'arrêtent à
au mot chlordécone. Mais non, c'est la lutte contre les pesticides en général. Et il y a une auditrice tout à l'heure qui a parlé de se rapprocher d'organisations autres que martiniquaises. C'est déjà le cas. Donc, à Palépimoun, au Lyon-Latais, puisque nous sommes des bêta-testeurs, nous sommes des formes de cobayes. Ça interpelle notre question, notre problématique interpelle tout le monde. Et donc, là, nous passer par un côté, par un l'autre, c'est mon nom qui dit nous comme ça, qui m'en est, ça peut faire toujours. Et donc, oui, il y a joindre nous, nous qu'à lire en disant qu'on va. Après ce texte, vers quoi vous pourrez tendre? Ça ne va pas changer grand-chose. Bon. Elle a donné l'exemple de la loi Taubira qui n'a rien changé fondamentalement dans la lutte pour la réparation, puisque en tout état de cause, M. Hugues Despointes a pu faire l'apologie de l'esclavage en 2009 et que 10 ans après, la Cour de cassation indique que la loi ne permettait pas de le poursuivre. S'ils votent la loi, mais ce que je veux dire aux gens, la justice, c'est d'un côté des militants anti-chlordécone qui ont été condamnés et de l'autre côté ceux qui ont empoisonné, qui pour l'instant n'ont pas été poursuivis. C'est eux, les gens, qui pourront obtenir en se mobilisant quelque chose. Je ne crois pas que ce soit ni la justice ni les politiques. Erd Goussard, Maître Oui. Constant et Vicky Poulenc-Catan, je vous remercie puisque nous terminons à 11h ce rendez-vous et souhaite vous revoir très bientôt pour continuer encore à informer nos auditeurs sur cette problématique.